Bonjour et bienvenue sur Foi et Raison, chaîne de théologie catholique. Alors, l'espace, pendant des siècles, il fut l'objet de contemplation, de philosophie, d'astronomie. Le voilà devenu un terrain d'exploitation, de concurrence économique et de puissance stratégique. Satellites, débris orbitaux, armes en orbite, projet de coloniser Mars, l'humanité est à la croisée des chemins et, fait remarquable, le Saint-Siège a décidé de s'en mêler. C'est tout l'objet d'un document important, Outer Space and Humanity at the Crossroads, que j'ai ici, en version papier, mais il est aussi disponible en version numérique sur le net gratuitement, préfacé par le cardinal Parolin et présenté à l'ONU à Genève, puis aux évêques européens de la Comessée à Bruxelles. Un texte paru juste avant l'encyclique Magnificat Humanitas et qui en partage pourtant profondément l'esprit, remettre l'humain au centre et défendre l'espace comme un bien commun de toute l'humanité. Alors, pour en parler, j'ai la choix de retrouver Dominique Lambert, bonjour. Bonjour. Physicien et philosophe des sciences, professeur émérite de l'Université de Namur, membre de l'Académie royale de Belgique. C'est l'un des auteurs de ce document et c'est lui qui l'a présenté à Genève et à Bruxelles. Autrement dit, nous avons en face de nous l'une des voix qui porte cette réflexion au plus haut niveau international. Cher Dominique, merci beaucoup d'être là. Merci. Et donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour commencer, est-ce que vous pourrez présenter brièvement ce document que je viens de citer, qui l'a rédigé, enfin, vous allez expliquer tout de suite, dans quel contexte et pourquoi ce document est-il important? Alors, le contexte général, c'est le développement de plus en plus important d'une nouvelle économie du spatial, de nouvelles activités spatiales, activités qui sont de l'ordre de la commercialisation, de la militarisation du spatial, de l'exploitation possible des ressources du spatial. Donc, on est entré dans une ère où l'espace devient de plus en plus important pour les activités terrestres. On ne peut plus penser la communication, la régulation du trafic, le positionnement sur la Terre sans les satellites. On ne peut plus penser l'observation justement des phénomènes climatiques, les déplacements de population, la prévention de certaines catastrophes, etc., sans le spatial. Et le spatial joue un rôle important également dans tous les conflits que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le spatial est devenu, d'une certaine manière, un lieu qui pose toute une série de questions en termes non seulement anthropologiques, mais juridiques et éthiques, et toute une série de milieux scientifiques et académiques. Donc, vous avez parlé tantôt de l'Académie royale de Belgique. Eh bien, l'Académie royale de Belgique a sorti aussi un document intitulé « Mars, ambition humaine et défis planétaires », écrit à partir d'un groupe de travail sur l'éthique du spatial, qui est très intéressant et qui rejoint des réflexions que beaucoup d'académies, d'universités commencent à faire sur la gestion des activités spatiales. Et le Saint-Siège, de manière assez pionnière également, est entré dans ce champ de réflexion, estimant que le spatial demande une réflexion spécifique. On pourrait dire, avec Laudato Si, on était dans une réflexion sur notre environnement, on pourrait dire biologique, notre environnement terrestre et toutes les questions que cela pose. Maintenant, on est d'une certaine manière entré dans une extension de l'écologie intégrale au monde spatial. On pourrait dire Laudato Si, l'environnement terrestre, Magnificat Humanitas étant l'environnement et l'écologie à une écologie dans le cybermonde, dans le monde de l'IA et de la cybersphère, si on veut. Et l'Église a considéré important de réfléchir aussi à cette extension de l'écologie à une écologie du spatial, environnement terrestre, environnement cyber, environnement de l'espace extra-atmosphérique. Merci beaucoup. Alors, vous avez présenté ce document à l'ONU à Genève, puis à la Comessée à Bruxelles.
Pourquoi est-ce que le Saint-Siège intervient-il aujourd'hui sur une question comme l'espace? Est-ce que c'est vraiment un sujet théologique et éthique ou seulement un sujet scientifique, économique et géopolitique? Alors, la mission de l'observateur permanent du Saint-Siège à l'ONU a estimé important de rédiger un document euh, pour être débattu dans les institutions internationales et en particulier à l'ONU sur cette question-là, parce que l'espace est vraiment devenu un enjeu, comme je le disais tout à l'heure. Euh, Beaucoup d'activités terrestres dépendent de l'espace et d'une certaine manière, ce qui interroge aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'espace à des fins militaires. Et donc, le Saint-Siège s'interroge sur la manière de réguler les activités spatiales avec comme finalité la paix et l'opposition à des formes de conflits, etc. Mais l'espace est devenu aussi un lieu où des compagnies privées euh, s'investissent et avec la question de savoir, mais à qui va profiter ces activités spatiales? Peut-on peut-on s'approprier des régions de l'espace pour les exploiter à des fins de compagnies, à des fins définies par des compagnies privées? Est-ce que ça ne nuit pas à un bien commun? Est-ce que tous pourront en profiter? Donc c'est vraiment une question fondamentale que le Saint-Siège, au nom de sa réflexion éthique, voulait poser, et aussi entrer dans le débat international, car il n'y a pas de problème local dans l'espace. Tout ce qui se passe localement dans l'espace concerne tout le monde. Vous parliez tantôt de la question des débris spatiaux. Mmh. Bien, si j'utilise une arme anti-satellite pour détruire un satellite localement, les débris vont impacter par exemple, toutes les orbites basses, et donc ça va impacter finalement les activités de la Terre entière. Et donc, d'une certaine manière, il fallait absolument euh, poser des questions aussi de régulation internationale. Quels sont les instruments juridiques et quelles sont les institutions qui pourraient réguler ces activités pour le bien de tous? Alors, vous dites dans vos différentes présentations que l'espace a donc longtemps été un objet de contemplation, de philosophie, de théologie, d'astronomie, de cosmologie, mais qu'il devient maintenant aussi un lieu d'exploitation, de concurrence économique, de puissance stratégique. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années, en fait? Mais ce qui a changé, je pense, c'est le fait que les activités euh, terrestres de communication, de traitement de l'information, d'observation, de positionnement, demandent de plus en plus de satellites. Ah Et oui. donc, la multiplication des constellations de satellites sur des orbites, par exemple, basses, euh, euh, disons, implique une sorte de congestion du trafic et de pollution par les débris que ça peut engendrer. Et donc, ce qui a changé, c'est que cet environnement devient de plus en plus super occupé, euh, pollué, et en fait, risque à terme d'empêcher Mhm. justement certaines activités, y compris même astronomiques. Mhm. Alors, ce que le document défend, à la suite de beaucoup de scientifiques, c'est que nous devons penser une occupation, euh, l'exploitation, etc., des ressources spatiales, etc., qui reste compatible avec, on pourrait dire, cette dimension de contemplation de l'espace, euh, euh, de l'observation au sens astronomique du terme. Et on sait aujourd'hui que beaucoup d'activités astronomiques sont perturbées par la multiplication du nombre de satellites en orbite basse. Et donc, on pourrait se dire, si on veut continuer à avoir une science capable de nous révéler les mystères de l'univers, il ne faut pas polluer les environnements spatiaux,
Sinon, cette observation sera vraiment impactée. Donc, il en va de l'avenir de la science. Et on pourrait, étant de la même façon qu'il est important de préserver les paysages terrestres, de préserver la biodiversité, il est aussi important de préserver le ciel, si on veut, Mhm. ce ciel Oui. commun à l'humanité. Parce que, en fait, le ciel n'est pas seulement une sorte d'objet matériel, c'est aussi quelque chose qui, dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire des civilisations, a été objet d'émerveillement. Mhm. Aujourd'hui, on pourrait se dire, préserver les paysages, c'est aussi préserver la capacité de s'émerveiller, de respecter une altérité qui n'est pas moi. Euh, la beauté des paysages est extrêmement importante, mais la beauté du ciel aussi. Mhm. Hein. Que serait finalement qu'aurait été la réflexion philosophique sans cet émerveillement devant l'immensité Mhm. du cosmos? Et donc, à ce titre-là, il est important de préserver cette dimension-là aussi. Et là, c'est une originalité probablement du message du Saint-Siège, de dire qu'il faut préserver, il faut une écologie du spatial, si on veut, Mhm. pour cette raison-là, pour garder cette capacité de faire de la science, de s'émerveiller, d'apprendre des choses sur la nature. Le document, en fait, reprend un peu l'esprit du traité de l'espace de 1967, Mhm. selon lequel l'exploration et l'utilisation de l'espace doivent se faire au bénéfice de tous les pays et de toute l'humanité. Est-ce que cet esprit est aujourd'hui menacé? Alors, il risque d'être menacé, puisque si on pense au traité de l'espace de 1967, il insistait sur le libre accès de l'espace, la non-appropriation des régions de l'espace à des fins partisanes, la responsabilité des États, non pas des compagnies privées, mais responsabilité des États par rapport aux activités spatiales et les dommages que ça pourrait entraîner, le respect de l'espace comme bien commun et encore et surtout l'utilisation pacifique Mhm. de l'espace. Alors ces points risquent d'être mis à mal par des compagnies, par exemple, qui voudraient privatiser l'espace. Hein? Mhm. Non, l'espace ne peut être privatisé. C'est un bien commun qui ne peut pas être approprié et qui pourrait être partagé par tous. Donc Oui, ça justement, ça serait justement le colonialisme un peu spatial, oui, où en fait les plus puissants s'appropriaient les orbites, les ressources humaines, les voilà, astéroïdes, voilà. ou demain peut-être Mars. Oui, oui, tout à fait. Or, le traité de l'espace, qui a été, disons, largement approuvé par énormément de nations en 67, prévoyait justement cette non-appropriation. De la même façon que, par exemple, pas une nation ou une compagnie privée ne peut pas s'approprier les océans ou l'Antarctique à des fins purement partisanes ou Mhm. pour son profit personnel. Donc, en fait, aujourd'hui, on pourrait dire l'esprit du traité est remis en question. Mais ce que le document préconise, c'est en fait de maintenir cet esprit. Mhm. Parce que qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce traité de l'espace de 1967? Bien, c'est justement le respect de la dignité des personnes, le respect du bien commun, le fait qu'il y a une destination universelle des biens. Tout le monde doit pouvoir profiter des ressources de l'espace. Et donc, il y a en dessous, finalement, de ce document qui a été écrit avant Magnificat Humanitas, mais qui s'inspire, en fait, à la fois de l'esprit de ce document et aussi de Fratelli Tutti et de Laudato Si. Et donc, en dessous de ce document, il y a non seulement des exigences juridiques, mais il y a aussi le respect profond de l'humain, du fait que tous peuvent profiter des ressources et valorise une sorte de fraternité. Mhm. Hein. Et ce qui est beau, c'est que, en fait, ce traité se passe dans un contexte qui était encore celui des tensions entre les blocs, Mhm. hein, de la guerre froide, etc. Et dans un temps de tension, en fait, voilà qu'un traité émerge et qui parle justement de la non-appropriation, de l'utilisation pacifique, etc. Et donc, c'est un document qui me semble euh, extrêmement actuel, Mhm. hein, dans son esprit, extrêmement intéressant dans son esprit. Et ce que le Saint-Siège a voulu défendre, euh, c'est de dire il faut
non pas renégocier ce traité, il faut le défendre, mais bien entendu, comme le Saint-Siège est bien sûr une vision qui n'est pas naïve, qui est réaliste, le Saint-Siège dit, mais les activités spatiales ont changé. Mhm. Or, dans le traité, on n'utilisait même pas le mot de satellite, mais d'objets spatiaux. Certaines définitions de termes étaient un peu ambiguës. Qu'est-ce que ça veut dire utilisation pacifique, activité militaire qui serait autorisée, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il y avait des choses qui n'existaient pas en 67. C'est la possibilité de l'exploitation des ressources minières, par exemple, dans l'espace. Ça n'existait pas. Cette commercialisation de l'espace n'était pas là. Il faut donc réintroduire des éléments qui clarifient cela, et il faut affiner les mesures d'application du traité. Et ça manquait d'une certaine manière. Comment comment appliquer ce traité de manière concrète? Et ces 3 points-là pourraient faire l'objet d'un protocole additionnel qui serait ajouté au traité. Donc, ce que le document défend, c'est l'idée, voilà, le traité de l'espace de 67, non-appropriation, libre accès, utilisation pacifique, etc., défense d'un bien commun, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en question, parce que ça assure à long terme la durabilité des activités dans l'espace. Tout à l'heure, on disait, si maintenant, par exemple, on privatise l'espace, des compagnies maximisent leurs profits, ne s'occupent plus des débris, des déchets, etc., multiplient les satellites, on risque de se retrouver dans une situation où on ne pourra plus avoir des activités dans l'espace. Donc ce traité est très très important, mais il faut, bien entendu, supprimer les ambiguïtés, introduire des éléments nouveaux qui n'existaient pas en 67 et développer les outils juridiques pour que ce traité soit applicable. Alors justement, un sujet très concret, c'est celui de la pollution spatiale, débris orbitaux, satellites hors d'usage, congestion des orbites. Pourquoi est-ce que ce problème est plus grave qu'il n'y paraît? Parce que, en fait, ce qu'on ne réalise pas assez, c'est que, en fait, un problème, je le disais tout à l'heure, un problème local par exemple, des intégrations d'un satellite, par des essais d'armes anti-satellites, par exemple, ou par une catastrophe locale, etc., en fait, impacte tout l'espace. On pourrait imaginer que tous ces débris, qui ne redescendent pas tous dans l'atmosphère, mais puissent être très dangereux, et d'ailleurs ils le sont aussi maintenant, pour des projets tels que la Station spatiale internationale. Oui, Donc des débris qui sont extrêmement rapides, même des petits débris, pourraient provoquer une catastrophe dans les stations spatiales internationales, bon, la station actuelle, mais aussi peut-être pour les projets futurs. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de gestion locale, des privés, privatisés ou localisés de l'espace, des activités spatiales, parce que immédiatement ça impacte toute la Terre, si on veut. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on doit vraiment, et beaucoup prennent vraiment au sérieux cette question des débris. En fait, une des raisons pour lesquelles on s'opposerait, où on a besoin d'une régulation en termes d'activité, par exemple, militaire, de la militarisation, c'est que si jamais il y avait des conflits dans l'espace, s'il y avait des tentatives de destruction de satellites, on se retrouverait rapidement dans une situation qui impacterait toute l'utilisation civile des satellites. Et c'est pourquoi il est important, en fait, non pas de renoncer, et le Saint-Siège n'est pas du tout technophobe, le Saint-Siège reconnaît qu'il nous faut des satellites. Peut-être qu'il nous faudra aller exploiter certaines ressources dont on manquera sur Terre. Mais le problème, c'est d'avoir une régulation de ces activités et qui soit profondément enracinée dans l'idée du respect du bien commun, du fait que ces ressources doivent profiter à tous et non pas simplement à certaines compagnies ou nations privilégiées qui ont les moyens d'aller explorer. Et puis,
je veux dire, il y a quelque chose d'important, c'est que on risque d'impacter des grands projets de collaboration scientifique. Et euh, donc, on était vraiment heureux que euh, l'ancienne directrice du CERN puisse mettre un avant-propos à ce Mhm. document du Saint-Siège, parce que le CERN est est un de ces grands projets dont la devise pourrait être la science pour la paix. Mais la Station spatiale internationale aujourd'hui, c'est une entreprise de technosciences pour la paix. On trouve dans la station spatiale des gens qui viennent de pays très différents, avec des conceptions philosophiques, avec des options politiques très différentes. Et je rappelais que pendant la guerre froide, au moment où on a fait le traité de l'espace, c'était des blocs très opposés, mais qui s'accordaient, hein, sur la gestion du spatial. Donc aujourd'hui, euh, la science, et on parle de diplomatie par la science, Mhm. hein, euh, la science peut contribuer à faire avancer les choses. Parce que s'il y a des intérêts privés, etc., on peut se rendre compte que euh, il y a moyen avec la science de faire des collaborations internationales où la fraternité n'est pas un vain mot, et le simple fait que plusieurs nations se réunissent autour d'un projet scientifique, ben, ces nations peuvent se rendre compte que si on pollue les environnements spatiaux, etc., ben, tous ces grands projets de collaboration scientifique risqueraient de disparaître. Donc, à titre personnel, je crois beaucoup à cette diplomatie vers la paix par des projets de collaboration scientifique. Parce que la science, comme l'art d'ailleurs, sont susceptibles de réunir des personnes très différentes pour servir la vérité, la beauté et le bien. Alors j'ai deux questions pour prolonger ce qui vient un peu d'être dit. C'est d'abord, est-ce qu'on peut parler d'une véritable écologie spatiale, entre guillemets, dans le prolongement de l'écologie intégrale défendue par François et par l'Église? Et aussi, ce document donc aborde la militarisation de l'espace, on vient d'en parler Mhm. un petit peu aussi. Quelle forme prend cette militarisation de l'espace? Et pourquoi est-ce qu'une guerre de l'espace aurait-elle des conséquences Mhm. potentiellement catastrophiques sur la Terre? Mhm. Alors la première question sur l'écologie spatiale, je pense que l'écologie intégrale, Mhm. euh, disons, comprend Ouais. le spatial. Mhm. Donc l'écologie intégrale comprend le milieu terrestre, Mhm. mais le milieu terrestre, c'est le milieu géographique Oui, tout à fait. et la cybersphère. Mhm. Donc on pourrait dire, je le disais tout à l'heure, hein, Laudato si à Ouais. l'environnement Mhm. terrestre, Antiqua et Nova, puis Magnifica Humanitas. C'est C'est là. Mhm. étant à une écologie du Mhm. cybermonde, si on veut, Mhm. hein, et on pourrait dire, l'Église se rend compte que, Mhm. oui, mais ce monde-là, d'ailleurs même le cybermonde, dépend Mhm. de l'espace. Et donc, l'écologie intégrale s'étend, y compris à ce monde qui est le monde extra-atmosphérique. Alors, la deuxième question sur la Ouais. militarisation, Mhm. euh, le problème de la militarisation de l'espace, c'est justement, on en revient à la question qu'on a déjà abordée, Ouais. sur la question de l'impact que pourrait avoir la destruction Mhm. de satellites. D'ailleurs, Mhm. les essais qui ont été déjà euh, réalisés montrent que, en termes de débris, c'est très important. Donc, à partir du moment où on aurait, disons, une sorte de conflit, hein, ou de guerre à l'intérieur même de l'espace, on pourrait impacter gravement euh, toutes les activités sur Terre, mais aussi à long terme Mhm. euh, l'exploration. Mhm. Et donc ça, c'est un point qui n'est pas négligeable. Donc non Ouais. seulement ça impacterait euh, les, les activités terrestres, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, cette possibilité de faire de la science. Et donc, déjà, je pense que durant la guerre froide, les gens se rendaient compte que si on commence à, disons, favoriser ou permettre par exemple, des mises en orbite d'armes ou nucléaires euh, sur des orbites spatiales, on risquerait d'avoir des problèmes globaux. Donc c'est l'idée chaque fois qu'il n'y a pas de problème local dans l'espace. Un problème local Mhm. provoquera des conséquences globales.
Mhm. Et donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est que les conflits dépendent aussi des satellites qui permettent le positionnement ou le guidage des missiles, etc. Et donc, ce qu'il faut absolument, c'est d'avoir une réflexion sur l'utilisation des satellites. Alors, on pourrait dire les satellites servent à la fois à notre sécurité, mais il faut réguler des activités qui pourraient devenir néfastes pour détruire la fraternité entre les peuples et la paix. Alors, toute autre question, certains discours présentent Mars, la planète Mars, comme une planète de secours ou l'espace comme la prochaine étape de l'humanité augmentée, disons. Que faut-il penser de cet imaginaire? Est-ce que c'est de la science, de la prospective, de la mythologie technologique, ou parfois une forme de délire de puissance? Alors, il y a certainement quelque chose qui est lié au désir, à une sorte de mythe de la toute-puissance ou du dépassement de l'humain. Alors, il est clair que aller sur Mars simplement pour planter un drapeau national ou pour des fins, disons, de propagande ou idéologique, ça doit être pour moi évité. Mhm. Hein. Euh, Aller sur Mars en prenant des risques démesurés pour l'humain, ce serait aussi ne pas respecter la dignité profonde, les limites corporelles de l'humain. C'est-à-dire que si on peut faire des observations fiables avec des robots autonomes, etc., euh, Mhm. il faudrait, à mon avis, les privilégier. D'ailleurs, un certain nombre d'astronautes disent on acceptera de retourner sur la Lune, etc., mais peut-être pas sur Mars, Mhm. parce que ça pose des questions, ça pose des problèmes énormes en termes de physiologie, de psychologie aussi. Mhm. Être envoyé là-bas sans possibilité de communication facile, etc., sans espoir peut-être de retour, etc. Mhm. Donc, si on va sur Mars avec un calcul de risque précis et un respect des limites de l'humain, on peut concevoir cela. Si on y va simplement pour déployer sa puissance, pour manifester sa puissance, c'est hautement problématique. Mhm. Et il y a de fait, chez un certain nombre de gens, quelque chose qui va de pair avec un mythe transhumaniste ou posthumaniste, qui est l'idée, ben, la Terre, on l'a utilisée, et puis on va changer et on va Mhm. prendre une Terre bis, Mhm. et puis, finalement, après, on ira ailleurs avec une espèce d'idée d'une humanité qui serait éternelle. Mhm. Et donc, bien entendu, si en dessous de ce mythe de la conquête de Mars, il y a cette volonté simplement de croire que l'humain va pouvoir euh, se sauver éternellement par ses propres puissances technologiques, il y a quelque chose qui, d'une certaine manière, est contraire avec ce que nous, on défend du point de vue euh, évangélique. Dans la tradition Mhm. euh, chrétienne, mais l'humain n'est pas tout-puissant, l'humain Mhm. euh, n'est pas appelé à se sauver par lui-même en déployant infiniment ses capacités dans l'univers dans lequel on est. Non, Mhm. il y a quelque chose qui doit être une sorte de Ouais. réalisme. Oui, d'ailleurs, ça, Euh, ça rejoint ma dernière question, qui n'est pas des moindres, parce que c'est en fait et quel est l'apport justement de la foi chrétienne et ou du Vatican dans cette réflexion sur oui. le Et je type de crois que, l'espace. que la réflexion qui est celle du document Mhm. va exactement dans le même sens que l'encyclique Magnificat Humanitas. Ok. C'est-à-dire le spatial est les activités spatiales sont extrêmement importantes aujourd'hui, Mhm. un peu comme l'intelligence artificielle, etc. Donc, il est important de voir dans les activités spatiales quelque chose qui est aussi de l'ordre de la co-création. Nous, nous sommes en train de déployer les capacités humaines et nous les déployons dans l'environnement terrestre, dans l'environnement cyber, dans l'environnement extra-atmosphérique. Ça fait partie euh, des dons que nous avons reçus Mhm. et que nous devons déployer. Donc, y renoncer, ce ne serait pas digne de l'humain. Mais le déploiement des activités spatiales, et c'est là que dans la tradition chrétienne, et c'est là que je pense le Saint-Siège
est légitime pour une intervention réflexive, c'est ce déploiement d'activités spatiales, observation, exploration, exploitation, etc., doit se faire de manière cohérente avec l'humain et dans sa dimension, dans toutes ses dimensions biologiques, hein, spirituelles. Et donc, déployer les activités spatiales sans critères de discernement risquerait d'autodétruire l'humain. Et on le voit bien, je le disais tout à l'heure, si on se moque de la question des débris, si on pulvérise les satellites par des conflits locaux, etc., bientôt la science ne pourra plus progresser. Ouais. Et donc la technologie ne progressera plus non plus. Et donc il y a, je pense, une nécessité profonde de passer au crible, maintenant que l'encyclique Magnificat Humanitas a été publiée, de passer au crible ces activités spatiales, hein, avec comme critère justement ceux de la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire, est-ce que ça respecte la dignité d'envoyer par exemple des gens très loin au risque qu'ils ne puissent plus revenir parce que les limites du corps sont ce qu'elles sont? Est-ce qu'on va respecter le bien commun, ce ciel commun qu'est l'espace? Est-ce qu'on va respecter le fait que ces ressources sont à destination de tout le monde, y compris des plus pauvres? Est-ce que l'occupation de l'espace va être pour une plus grande fraternité entre les peuples? Par exemple, en valorisant des grands projets comme la Station spatiale internationale, etc. Ou bien est-ce que ça va être au bénéfice de seulement certains, etc. Est-ce que ça va aller en direction d'une justice, etc. Et est-ce que ça ira dans le sens d'une sauvegarde de cet environnement au sens large? Eh bien, tous ces critères qui sont ceux de la réflexion de l'Église dans sa doctrine sociale, mais aussi de beaucoup de philosophes et d'académiciens, etc., eh bien, toutes ces choses-là sont aujourd'hui essentielles. Donc aujourd'hui, pour gérer les activités spatiales, il faut beaucoup plus que de la technique. Parce que la technique, on l'a d'une certaine manière, on la développe, etc. Mais il faut que la technique soit d'une certaine manière accompagnée par une réflexion qui soit cohérente avec le développement de l'humain dans toutes ses caractéristiques. Et ce que le document fait en demandant de défendre le traité de l'espace de 67 en lui ajoutant un protocole additionnel, ce document ne fait rien d'autre chose que de défendre, si on veut, une technologie au service de l'humain, supervisée de l'humain, afin que, d'une certaine manière, elle serve l'humain dans toutes ses dimensions et l'humanité dans toute son extension, avec comme référence que, d'une certaine manière, l'homme passe infiniment l'homme et il ne servirait à rien de se fuir dans les confins infinis de l'espace si on a perdu le sens de la véritable transcendance. Eh bien, merci beaucoup, de professeur Dominique Lambert, de nous avoir éclairé sur ces questions quand même finalement essentielles, et donc dont le Saint-Siège s'est intéressé, s'est penché là-dessus. Donc dans ce document qu'on peut retrouver en ligne, que je mettrai dans la description, qui est disponible. Donc on l'aura compris, l'espace, c'est pas un no man's land, un terrain de conquête où régnerait la loi du premier arrivé, premier servi. C'est un bien commun, un ciel commun, disons, confié à la responsabilité de toute l'humanité. Donc merci encore. Et voilà, à bientôt sur la chaîne Foi et Raison, sur d'autres sujets en lien avec la foi chrétienne, avec la théologie. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à commenter ce que vous avez pensé de cet échange. À bientôt. Merci. Merci.